En une semaine à peine, Tocsin a réuni plus de 30 000 € de soutien auprès de 500 donateurs, réuni plus de 18 000 abonnés sur YouTube et 5 000 sur Twitter. Nos vidéos ont déjà été visionnées plus de 200 000 fois et Clémence Oudiakova a reçu à son micro Jacques Sapir, André Berkoff, Virginie Joron, Juan Asensio, Nicolas Battini, Thibaut de Montbrial, Michel Onfray, Daniel Herrero. C'est ça, la naissance d'un média qui redonne le pouvoir au peuple. Retrouvez Clémence Oudiakova du lundi au jeudi de 8h à 10h et le vendredi l'excellent Nicolas Vidal. Reprenez avec eux le pouvoir. Retrouvez-nous sur toxin-media.fr et soutenez-nous sur toxin-media.fr/soutien. toxin-media.fr/soutien. Corps. Allô. Ah, corps. Corps. Corps à corps. Alors hier, en faisant ma revue de presse, je suis tombée sur cet article de France Info qui, il faut le signaler, a fait d'ailleurs réagir beaucoup de monde, et notamment sur les réseaux sociaux, intitulé, je vous lis l'article, Puce sous-cutanée, nos clés ou notre carte bancaire, toujours à portée de main avec un implant électronique dans la paume. Et puis ce chapeau, une étape vient d'être franchie avec les puces implantées sous la peau. Plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille, bien pratique. On pourra faire démarrer sa voiture, payer ou même décliner son identité d'un geste de la main. Et alors, l'article en soi mérite d'être cité. Je vais vous citer quelques paragraphes, toujours de France Info. Vous vous souvenez peut-être de la polémique quand une entreprise a proposé à ses employés de leur implanter la puce du badge d'accès directement sous la peau. Comme ça, plus personne ne pouvait les perdre. On pourra aller encore plus loin, car les nouvelles puces peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Et puis, alors, je vais aller sur la conclusion de cet article. Tout le monde n'est pas prêt à se faire implanter. Si vous avez peur des tatouages et des piercings, une puce sous la peau ne vous tentera peut-être pas. Pourtant, ça fait la taille d'un grain de riz. Voilà, vous voyez la prise de position. Pourtant, ça fait la taille d'un grain de riz, donc c'est inoffensif. C'est fiable et totalement sûr, je cite toujours l'article. Voilà des années qu'on en implante aux chiens pour les identifier. Cela prouve néanmoins qu'une technologie ne doit pas simplement être pratique, elle doit aussi être acceptée socialement et culturellement. Il y a quelques années, on trouvait ridicule de payer avec son téléphone. Qui sait ? Peut-être que demain, on trouvera génial de payer avec le dos de la main. Voilà comment se termine cet article qui nous explique donc que finalement, le progrès nous dépasse et nous pousse vers ce chemin-là et que on devra bien finir par l'accepter. Pour illustrer encore, France Info propose un petit reportage qu'ils avaient fait en 2019 sur la Suède. Je vous propose d'écouter un extrait. Écoutez. Près de 5000 Suédois seraient déjà équipés d'une puce sous-cutanée, rejoints chaque jour par des dizaines de nouveaux candidats. Comme sur ce salon de l'électronique grand public, sur le stand de cet ancien tatoueur, désormais reconverti dans la pose d'implants numériques. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est marrant. Vous allez en faire quoi? Oh, on va voir. Je crois que je mettrai des liens internet dessus. Un coffre-fort numérique vendu 130 € par personne. C'est le stockage le plus fiable. Ça ne communique sur aucun réseau, ça ne dit pas où vous êtes, et ça ne transmet que ce que vous avez programmé. Face à un tel engouement, même la compagnie ferroviaire nationale a dû revoir son logiciel. Depuis 2 ans, tous les voyageurs suédois peuvent utiliser leur puce pour s'identifier à bord de ces trains. Mais même dans ce pays féru de technologie où la confiance dans les autorités est grande... Voilà, bon, ça continue derrière. Mais vous l'entendez, c'est Suédois qui trouvent ça marrant et on parle d'engouement. Les compagnies ferroviaires sont obligées de s'adapter. Alors quoi ? L'avancée technologique, ici la puce, présentée comme toujours comme une libération, vous l'avez vu, plus besoin de penser à vos clés, plus besoin de penser aux oublis, etc. C'est donc une technique présentée comme libératrice qui finit toujours
en tout cas c'est la question qui se pose, par nous asservir. Et comme à chaque fois, on se sent comme dépassé par une technologie, ou en tout cas par la promotion idéologique qui pousse cette technologie plus loin les limites de notre humanité. Alors comment éviter, ou en tout cas maîtriser cette marche forcée? Qui peut poser les limites et comment? C'est la question qui se pose avec Jean-Frédéric Poisson et Rémy Tel. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes philosophe, président de VIA, La Voix du Peuple, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur ces questions de bioéthique. Et le dernier, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Personne ne doit mourir seul, aux éditions MAM. Et je rappelle également, Jean-Frédéric Poisson, que vous avez réagi à cet article de France Info sur Twitter. Vous avez dit « Homme pucé, on y est ». Le totalitarisme numérique déroule tranquillou son agenda mondial pour nous faire entrer en douceur grâce à l'assentiment démocratique imposé dans la société de contrôle individualisé et globalisé qui en fera son miel. Voilà, et puis je me tourne vers Rémy Tel. Bonjour Rémy Tel. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, auteur de nombreux ouvrages comme Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées ou La chute de Prométhée, oui. Les 3 aux éditions Perspectives Libres et dernièrement Le Vieux Témoin aux éditions du Verbe haut. On va en reparler parce que c'est tout à fait dans votre sujet d'ailleurs, dans notre sujet, puisque vous avez fait la traduction du manifeste de Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir. On va y revenir. Mais tout d'abord, Jean-Frédéric Poisson, vous avez réagi immédiatement finalement à cet article. Vous aussi, vous vous êtes senti, je pense, mais comme beaucoup, puisque ça fait beaucoup de bruit cet article. Comment dire, comme si on nous imposait une marche forcée, en tout cas, de cet implant, mais ça peut être autre chose. Tous les jours, il y a une nouveauté technologique. Comment on peut faire aujourd'hui face à cette marche forcée? Il faut d'abord reposer le cadre général dans lequel ce genre d'évolution s'inscrit. Je veux dire par là que nous assistons depuis que la technologie le permet, c'est relativement récent, la tentation est ancienne, mais les moyens technologiques sont récents, nous assistons à une mise en coupe réglée des corps sociaux, l'émergence d'une manière de gérer les sociétés qui est ce que Noam Chomsky, le grand universitaire américain, a appelé le capitalisme de surveillance, et j'ai toujours trouvé l'expression parfaitement pertinente, c'est-à-dire la concentration de très gros moyens financiers d'une technologie qui le permet, et qui permet quoi? L'arraisonnement et la surveillance générale des populations, et dont la Chine, avec son fameux crédit social, fournit un exemple tout à fait pertinent. Je fais partie de ceux qui pensent, et je l'ai dénoncé d'ailleurs dès la crise du Covid, qui en a été une espèce d'illustration concrète, le rabotage des libertés, d'ailleurs par le régime le régime d'Emmanuel Macron. J'en avais dénoncé, j'en avais inventorié une quinzaine de libertés individuelles ou publiques qui étaient rabotées, rognées ou suspendues. Depuis 2017, ça continue. Et quand vous ajoutez ces deux dimensions, à la fois la réduction des libertés et l'accroissement des moyens de surveillance et leur mise en œuvre, vous aboutissez à une société généralisée de la surveillance, un crédit social à la chinoise, dont la puce est en effet un moyen extrêmement facile, simple. Alors sous ce rapport, l'article est très vrai. C'est facile, c'est simple, ça fait pas mal, on s'en rend pas compte. La question c'est pour qui? C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte pour celui qui l'apporte. Et pour le pouvoir, une fois que vous l'avez dans la peau, c'est le cas de le dire, eh bien vous n'en sortez plus. Et donc cette manière d'avoir le pouvoir dans la peau, si je peux me permettre cette expression, mais contre soi, contre son gré, est un moyen supplémentaire de surveillance. Pourquoi faire, me direz-vous? Quel est le but que poursuivent les gens qui veulent surveiller tout le monde? Écoutez, c'est très simple. Museler les oppositions pour un pouvoir politique, c'est toujours plus facile. Et deuxièmement, imposer un modèle d'humanité qui est fondé sur un homme ou une personne humaine, des personnes humaines qui produisent ce qu'il faut produire pendant 8 heures par jour, qui consomment pendant 8 heures par jour et qui dorment et se taisent 8 heures par jour. Le tout en ayant le sentiment d'être libre. C'est Orwell, c'est une vieille affaire. Le problème, c'est que ça arrive, ça se déroule, et la puce, finalement, est un élément supplémentaire, une avancée supplémentaire de mise en œuvre de cette logique générale. Je termine en un mot pour dire combien la dérive intellectuelle que manifeste cet article de France Info est prononcée. Je suis très étonné que, je pense que je ne vous avancerai pas, en parlant de cette gauche-là,
Cette gauche-là, celle de France Info, celle qui transparaît dans cet article, c'est pas une injure pour moi, on a le droit d'être de gauche, du moment que c'est fondé et que ça se tient, ne se pose jamais la question de savoir le sens éthique du progrès. J'ai connu des collègues de gauche face aux innovations de la technologie qui se sont posé la question, voyez-vous. Et là, on dit c'est technologiquement facile, c'est simple, c'est supportable. Le seul problème, c'est son acceptation sociale. Non, le seul problème, c'est le projet politique et éthique que ça porte. Et c'est ça qu'il faut poser comme question. Donc il faut poser la question, pour répondre à votre interrogation initiale, du projet général que ça sous-tend, de ce que ça met en œuvre comme type de société. Et donc il faut continuer à dire la vérité, même s'il n'y a que ça à faire. Oui, parce que pour reciter cet article, c'est fiable et totalement sûr, voilà ce qui est dit. Mais il faut que ce soit accepté socialement et culturellement. Vous l'avez dit, c'est les seuls freins qui sont aujourd'hui émis par cet article, qui en effet. Si c'est fiable et socialement, si c'est fiable et sûr comme le vaccin contre le Covid, on n'est pas sorti de l'auberge, par exemple. Enfin, je permettais simplement cette remarque. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs je dis ça. Non, mais voilà, on voit qu'en tout cas il y a clairement une idéologie derrière qui penche pour à faire avancer la technique, alors qu'on je crois que c'est vraiment une idéologie de se dire de toute façon, même peut-être que ces journalistes-là se disent nous sommes obligés d'aller dans le sens du progrès puisqu'il est ainsi. Et donc si nous voulons être toujours ces hommes de gauche avant-gardistes qu'on revendique être, eh bien même si ce progrès ne nous plaît pas, finalement on doit l'accompagner. Et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi la situation dans laquelle se trouvent ces journalistes qui peut-être ont eux-mêmes des doutes sur l'implant d'une puce sous-cutanée. Mais je me tourne vers Rémi Tell. Déjà, on pose en effet les bases du débat. On a l'impression qu'on a donc cette avancée à marche forcée d'un progrès technologique qui vient petit à petit, contrairement à ce que nous dit la technique n'est pas neutre, modifier totalement finalement notre humanité. Oui, alors juste une petite parenthèse sur l'article lui-même. Oui. Sa tonalité est quand même extrêmement étonnante. Oui, je suis bien d'accord. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le lire. Parce que, soufflé par un cabinet de lobbying, et il serait quand même plutôt pas mal qu'on arrête de financer de telles campagnes de propagande, en fait, de promotion de produits commerciaux avec nos impôts, puisque jusqu'à preuve du contraire, les journalistes de France Info sont Alors attendez, je vais faire une parenthèse dans votre parenthèse, Rémi, parce que c'est très important ce que vous dites. Et alors, quand vous allez sur cet article, qui en effet cite je crois qu'il cite deux sociétés commerciales, voilà, que je ne vais pas citer, d'ailleurs c'est le paragraphe que je n'ai pas cité. On a même la publicité de la société quand on va sur l'article pour pouvoir en savoir plus. Donc c'est particulièrement intéressant. Il y a tout, il y a des mots-clés, il y a un certain nombre de mots-clés. C'est un article sans nuance, sans recul, sans preuve. Vraiment, ça ressemble à des éléments de langage distribués par des lobbyistes, et il me semble que cette affaire mériterait d'être éclaircie. Non, mais tout à fait, vous faites bien de le souligner. Sur le fond du sujet, on est dans la poursuite en fait de la logique de ce que j'avais modestement appelé le capitalisme prométhéen, c'est-à-dire cette idée depuis 250 ans d'une émancipation de l'homme par la technique, et d'un capitalisme prométhéen qui aujourd'hui se cherche de nouveaux territoires, cherche à défricher d'une certaine façon de nouveaux horizons parce que les autres sont saturés, qui en a trouvé deux privilégiés, le corps et l'espace. C'est d'ailleurs pas un hasard si beaucoup d'entrepreneurs investis dans la question... L'un et l'autre. Sont investis simultanément et effectivement dans le domaine spatial et le domaine des corps. Elon Musk en est un bon exemple. Et avec une solution qui nous est présentée comme pratique, plus sûre aussi, mais contre une perte de liberté. Et là est résumé en fait le grand sujet pour nous au cours des années à venir, c'est-à-dire est-ce qu'au nom de la santé, est-ce qu'au nom de la sécurité, nous accepterons une forme de domestication humaine et la perte progressive de nos libertés. Alors certains pourront dire oui, mais au fond, cette puce permettra de faire ce qu'une carte bancaire qu'on tient en main permet déjà de faire. Et donc c'est un changement de degré, c'est pas un changement de nature. Si, il y a un changement de nature puisqu'il y a une implantation en soi. Et une transformation donc du corps humain. Et la peau est
théoriquement une sorte de frontière, de Entre rempart l'extérieur et l'intérieur. Exactement, Entre l'intime l'extérieur et- et l'intérieur, et une frontière au champ politique et social. Mm. Et là, cette frontière est brisée pour une transformation de soi qui n'a pas une visée curative, mais une visée augmentative, c'est-à-dire de permettre au corps humain de faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, et évidemment avec des dangers qu'on peut bien imaginer, que ce soit en termes d'usage détourné de la technologie, par exemple à des fins de localisation ou à des fins Oui. de contrôle. Jean-Frédéric Poisson en a très bien parlé. Localisation qui peut aussi servir, mais même de connaissance de votre vie entière. C'est-à-dire que vous êtes sous surveillance, donc de ciblage également. Exactement, de recouper des informations, avec qui vous étiez, à quel moment. Et donc là, bien sûr, des possibilités aussi de contrôle, par exemple, de ses opposants politiques. Il y a des sujets de santé. Mais vous avez tous les deux parlé du contrôle, on va y aller. Hein. Bien sûr, on va parler de ce sujet avec Jean-Frédéric Poisson également, qui a parlé de capitalisme et de surveillance. Mais il y a aussi tous les intérêts privés. Et je pense que Elon Musk, qui est plutôt un libertarien, cherche avant tout peut-être à connaître qui est où à quel moment pour développer les marchés, tout simplement. On est dans Parce que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura permis le paiement à l'aide de puces sous-cutanées, ce sera l'augmentation des capacités cérébrales des enfants à l'école pour... C'est déjà en développement, oui. Avec les neuroprothèses Neuralink, par exemple. Et puis, en fait, cette augmentation ne sera jamais aboutie, ne sera jamais achevée, puisqu'au fur et à mesure qu'on augmentera l'homme, il y aura de nouvelles possibilités d'augmentation. Donc, ce sera une sorte de course infinie. Et ça, c'est la question de fond que je vous pose, en fait. Surhumain. Donc, on a l'impression que c'est ça. On a l'impression, et vous en avez parlé, et Jean-Frédéric Poisson en parle, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous tous les deux. Jean-Frédéric Poisson, je me retourne vers vous. Là, on prend un peu d'avance, on va reprendre les choses une par une après. Mais on a l'impression que de toute façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, que de toute façon, nous-mêmes, on a beau dire, maintenant on est contre, regardez, PMA, GPA, les choses avancent, et on a l'impression qu'on a cet effet cliqué, on ne peut plus revenir en arrière. Si vous me demandez quelle est la probabilité de réussir à convaincre le contemporain du fait de la réalité de cette technologie, ça je ne peux pas le savoir. Je constate que effectivement il y a comme une marche infernale. Oui. Je pèse mes mots, de l'humanité qui, comme dit la très belle préface au lecteur de Charles Baudelaire, des fleurs du mal s'enfoncent pas à pas dans des ténèbres qui puent, de manière régulière, presque sans s'en rendre compte. Et même des épisodes aussi révélateurs, j'y reviens parce que la crise sanitaire du Covid, sous ce rapport, est emblématique de très nombreux aspects que nous sommes en train d'évoquer en ce moment. Même lorsque tout explose, que tout éclate, que tous les scandales se font jour, que les parlements du monde entier, à part le nôtre d'ailleurs, font la peau des organismes de fabrication de vaccins en disant que ce sont des escrocs, des menteurs et des profiteurs, ce qu'ils font. Ils ne sont pas seulement ça, mais en l'espèce ils ont prouvé qu'ils l'étaient, mais ça ne suffit pas pour ouvrir les yeux de nos contemporains. C'est pas pour autant qu'il faut de l'arrêter, mais je pense qu'il y a une espèce de fascination de l'homme pour sa propre intelligence dans cette religion du progrès. Il y a un emblème dans l'histoire, alors ça fera peut-être sourire Rémitel parce qu'il connaît ça très très bien, c'est la fascination du grand philosophe Heidegger pour le nazisme. C'est une chose qui a été, ça je m'adresse à nos lecteurs qui sont férus d'histoire des idées, le grand Heidegger qui a été révéré par toute la classe intellectuelle française d'entre-deux-guerres et d'après-guerre, comme un maître absolu, est un homme qui a été fasciné par le nazisme. Mais pourquoi le nazisme? À cause de sa puissance technologique. Je pense qu'il y a là une fascination de l'homme pour sa propre compétence qui est en plein. Et qui lui fait faire des bêtises, comme à chaque fois, comme si de temps en temps, la première victime de l'orgueil, c'est l'intelligence. On croit que cette puce pourrait accroître la puissance de chacun d'entre nous. En réalité, ça nous fragilise. Et ça nous met dans une situation de risque et de possibilité d'être dominé, contrôlé sans précédent. On s'étonne, et vous l'avez très bien dit, Rémitel l'a rappelé à juste raison, la peau est une frontière, c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous fait individus. Tout à fait. Dans le corps social. Mais regardez le sort qui a été fait de la vie privée dans les années que nous venons de vivre. Au fond, il était admis que nous avions deux types de frontières. Celle que nous portons avec nous, c'est notre peau. La deuxième type de frontière, c'est ce qui délimite notre espace privé. Et là où se déroule notre vie privée. Mais cette frontière a volé en éclats.
en réalité, alors de degré ou de force, les réseaux sociaux, pour ceux qui mettent la théâtralisation de leur vie tous les jours sur Internet et qui s'étonnent après d'en subir des conséquences. Et puis d'un autre côté, ou sous la pression simplement des pouvoirs publics et des puissances de contrôle. Et puis, vous savez, on arrive. C'est difficile de faire comprendre, mais je pense que ça n'est pas perdu, loin de là. C'est difficile de faire comprendre aux gens qu'effectivement, le pouvoir politique peut être malveillant. Ils le comprennent quand ils regardent un certain nombre de dictatures, de régimes dans l'histoire qui ont été bien moins, enfin bien plus, je sais pas comment faut dire, que malveillants, qui ont été atroces et terribles. Ils ne croient pas que ça puisse leur arriver. Quand ça fait longtemps que je développe moi ces thématiques d'installation progressive du crédit social en France, que j'alerte, je ne prétends pas être le seul, mais dans le paysage politique, on n'est pas nombreux malgré tout. Tout à fait. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous entendre aujourd'hui sur ce sujet. C'est gentil de nous inviter ce matin, merci beaucoup. Que j'alerte sur le fait que la Commission de Bruxelles parle d'identité numérique, de suppression de l'argent liquide, de passeport sanitaire. On commence à entendre parler de rationnement sur les voyages en avion. On pourra bientôt parler d'un pass énergétique comme il y a un pass sanitaire. Toutes ces idées sont en train d'émerger quand même, je ne l'invente pas. Oui. Et je constate qu'elles sont à l'étude au sein des instances européennes, ce qui fait de moi, évidemment, encore plus un eurosceptique tout à fait génétiquement non modifié pour le coup, génétiquement pur. Donc, si vous voulez, prenons simplement cet exemple. Cette puce-là, si elle est implantée dans notre organisme, en fait, peut-être tout ce que vous avez dit, c'est un moyen de rationnement. Ça vous permettra de détecter aussi, pourquoi pas, tout dépend de ce qu'on met dedans. Hein. Si c'est simplement pour mettre le numéro de la carte bancaire et le code de la clé de chez soi et le badge de sa boîte, enfin très franchement, c'est beaucoup de choses pour rien, parce que c'est pas un drame de perdre ses clés dans la vie, hein. C'est très ennuyeux, j'en conviens. Mais enfin bon. Non, mais c'est toujours une porte ouverte, vous le savez très bien, une fois que c'est implanté. Si ça n'était que ça, c'est pour ça, je dis, il y a d'autres intentions. Si ça n'est que ça sert à rien. Il y a d'autres intentions. Les intentions sont évidemment le rationnement, c'est évidemment la récupération de vos données de santé. À partir de vos données de santé, d'ailleurs, de vous expliquer que toutes les 24 heures, le prix de votre assurance maladie fluctue parce que ça va repérer votre taux de cholestérol, de sucre, etc. Enfin, tout est possible, si vous voulez. La technologie offre aujourd'hui des possibilités qui étaient évidemment parfaitement inconnues. Oui, puis vous avez raté votre séance de sport, donc votre assurance maladie sera un peu moins bonne. Non, mais... Et puis, on constate que vous avez déjà mangé 10 kilos de viande dans l'année, donc quand vous pointez chez votre boucher, la caisse enregistreuse du boucher repérera qu'effectivement, vous avez le droit ou pas d'acheter votre steak du mercredi matin, et puis on vous expliquera que vous avez eu 3 contraventions, et bien vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma. Enfin, comme ça se passe, tout ça se passe en Et vous ne pourrez plus badger votre entrée au cinéma. Oui. Et puis, comme vous l'avez dit, on a vu un peu cette mise en œuvre avec le Covid, hein, puisque les personnes non vaccinées n'ont pas pu aller au cinéma. Donc, en effet, on n'est pas dans l'utopie totale, là, enfin dans la dystopie totale. Je me tourne vers Rémy-Tel. Je pense que déjà, Rémy-Tel, vous vouliez réagir sur cette frontière, encore une fois, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est très intéressant, toujours le langage, la langue française, on dit en son fort intérieur, l'avoir dans la peau, vous l'avez rappelé, Jean-Frédéric Poisson. Donc, on voit bien que même le langage marque cette séparation entre l'extérieur et l'intérieur, et qu'une perméabilité peut être dangereuse. D'ailleurs, on le voit déjà avec l'application Google qui permet maintenant de poser des questions, lui poser des questions, même de prendre des billets. Elle est constamment allumée dans votre cuisine, et d'un seul coup, vous pouvez lui demander de prendre des billets, mais si vous avez une conversation privée, elle l'enregistre aussi. Donc voilà, cette perméabilité entre l'intime et l'intérieur, l'extérieur, l'intime et le public, aujourd'hui, est très dangereuse. Oui, la peau comme frontière est un rempart au totalitarisme. Et lorsque le politique se mêle de biologie... Le dernier rempart, l'ultime rempart. Totalité infinie de Lévinas. Lorsque le politique se mêle de biologie, méfiance. Ça doit quand même... l'expérience des 2 derniers siècles de l'eugénisme à Auschwitz doit quand même nous alerter devrait nous alerter sur cette espèce de confusion entre le politique et le biologique. Pour introduire un petit élément quand même d'espérance, parce que nos auditeurs puissent se dire qu'on ne se bat pas pour rien quand même.
on observe, et c'est un fait nouveau, Ouais. un certain nombre de retours en arrière dans la marche technique, qui était plutôt une marche univoque, c'est-à-dire que la technique avançait dans un sens, c'est-à-dire vers une technologisation en fait accrue de la société. Et puis ces dernières années, regardez aux États-Unis avec l'abrogation de l'arrêt l'arrêt donc j'ai oublié Roe Wade. Roe Wade, Merci, exactement. Par la Cour suprême des États-Unis. Regardez ce qui se passe en Europe du Nord, où on se dit, bon, désormais, on ne prendra plus en charge les opérations de changement de genre des enfants dits trans. Il y a des retours en arrière qui semblent désormais possibles lorsque la pression politique est suffisamment importante, et notre rôle à tous, c'est d'accroître toujours cette pression politique sur ces sujets. Donc déjà, ça montre que rien n'est inexorable. Si on se bat, il est possible d'échapper au monde que la société industrielle nous promet pour demain. Et la deuxième chose, c'est que on doit aussi placer ce sujet de la bioéthique, des biotechnologies, des sciences cognitives en haut de la hiérarchie de nos combats, parce qu'en fait, à bien des égards, ils impliquent beaucoup d'autres thématiques et d'autres problématiques. Et ces questions-là sont trop peu abordées aujourd'hui parce que ce sont des questions qui sont difficiles, parce que les termes du débat sont extrêmement insidieux. Vous voyez bien que là, on n'a pas le choix entre d'un côté la liberté et l'enfer de l'autre. L'enfer dont il est question, c'est un enfer où on pourra vivre très longtemps, en sécurité, en s'épargnant bien des soucis quotidiens, de la perte de clés au qui cancer, parle à tout le monde, en effet. Hein. Au cancer ou à la fin de vie précoce. Donc, ça joue, si vous voulez, sur des leviers qui sont extrêmement puissants, sur l'instinct de vie, l'aspiration bien nécessaire à la sécurité, sauf que le système qui met en place tout ça, lui-même compromet notre sécurité, fait que nous sommes Notre santé. Notre santé. On est plus malade aujourd'hui qu'avant. On est plus malade aujourd'hui qu'avant. On est questions. complètement dépossédé finalement des conditions de sa propre existence. On assiste en spectateur un peu humilié à la vie plus qu'on la dirige. Donc on ne doit pas se tromper de combat. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on remette un peu tout ça au centre du débat public. Et c'est la raison pour laquelle c'est très bien que vous puissiez nous inviter ce matin. Non, mais tout à fait. Et merci pour la note d'espoir, en tout cas, Rémi Tel. Alors, je me retourne vers Jean-Frédéric Poisson. Finalement, aujourd'hui, nous sommes là. Nous voyons en effet cette marche forcée. On l'a dit, on parle des puces, mais on parle aussi des autres débats. Hein. On a entendu un ministre commencer à parler de la GPA aujourd'hui. Quelle est la solution aujourd'hui, à part d'alerter, de sonner le tocsin, pour bloquer, enfin, je sais pas moi, pour faire prendre conscience. Là, alors cet article est en effet orienté, mais on entend quand même dans le reportage de 20h là, de France TV qu'il y a un engouement pour ces puces. Bon, là, on parle de la Suède, mais il y a un engouement pour ces puces. Et oui, on parle de cet article qui nous a fait réagir, article de France Info intitulé « Puces sous-cutanées, nos clés ou notre carte bancaire toujours à portée de main avec un implant électronique dans la paume » où on nous explique que tout ça va pouvoir se faire de façon très simple et donc que bientôt, il y a déjà un engouement en Suède. Nous pourrons tous nous débrouiller sans avoir de clé ou de téléphone puisque tout ça sera dans la paume de notre main. Alors, et c'est justement, et pour en parler, je suis toujours avec Jean-Frédéric Poisson, philosophe, président de VIA, La Voix du Peuple, auteur de nombreux ouvrages sur cette question de la bioéthique et notamment le dernier, pour le citer, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Personne ne doit mourir seul, aux éditions MAM. Et puis nous sommes toujours également avec Rémi Tel, fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, auteur de Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées ou La chute de Prométhée. Là, on est également en plein dans le sujet, aux éditions Perspectives Libres. Et puis, vous êtes traducteur de ce manifeste de Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir, qui est également dans notre sujet. Je me tourne vers Jean-Frédéric Poisson. Je voulais qu'on revienne sur cette question d'engouement. Et là, ce n'est pas sous contrainte, c'est un engouement volontaire. Alors certes, l'article et le reportage sont certainement orientés. Malgré tout, on les connaît, ces gens qui partent de leur propre volonté se mettre des puces sous la peau. Comment on peut expliquer cette forme de soumission volontaire ?
c'est très simple. La chose la plus dangereuse du monde, c'est la liberté individuelle. On comprend bien que, dans une certaine littérature, pour ne pas dire également philosophie, on considère que la liberté est une forme de cadeau empoisonné. Elle peut l'être sous certains rapports, mais c'est beaucoup plus difficile d'essayer de vivre en homme ou en femme libre et de pratiquer la vertu pour atteindre le bonheur, comme disaient les penseurs classiques, que de se laisser faire et de se laisser conduire et de ne plus avoir à rien penser par soi-même. C'est une espèce de solution de facilité, au fond. C'est-à-dire que on joue, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur un certain nombre de besoins physiologiques essentiels, la sécurité, la santé, la nourriture, etc. Pourquoi pas un espace protecteur autour de soi. On vous dit que la technologie vous apportera tout ça. D'ailleurs, le progrès, c'est une des promesses du progrès. Le progrès technique en lui-même n'a aucun sens. Le progrès technique ne vaut que pour nourrir un progrès social et pour le fonder. Cette espèce de rêve qui continue à traverser les esprits parce que c'est difficile d'être libre et chacun d'entre nous expérimente ça tous les jours. C'est plus compliqué d'être libre que, au fond, d'être conduit doucement et dans une espèce d'ambiance doucereuse, un peu ouatée, où effectivement tout est. Nous n'avons plus rien, nous ne faisons plus rien, nous ne choisissons plus rien, mais on n'a pas d'ennui. Enfin, c'est la promesse du forum de Davos, du World Economic Forum, c'est-à-dire vous ne serez propriétaire de plus rien, mais vous serez heureux. Il faut bien mesurer la portée de cette phrase. Celui qui n'a plus rien ne peut pas être libre. La propriété privée, c'est le premier instrument de la liberté. Oui. Qui était également détruite au passage, on en a fait un sujet hier. Oui, si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez rien faire. Alors il y a des exceptions, bien sûr, des modes de vie particuliers, comme les ermites, ou ceux qui font le choix de la pauvreté pour des raisons éthiques ou spirituelles ou religieuses. Mais ça n'est pas ce qui est demandé au commun des mortels, et ça n'est pas le mode de vie qu'on constate généralement. Et puis je crois qu'il y a aussi cette espèce d'idée que à partir du moment où on ne fait pas mal physiquement aux populations, à partir du moment où on n'atteint pas de manière violente et spectaculaire ni leur intégrité physique ni leur capacité de consommer, dans le monde moderne, nous serons prêts à accepter beaucoup de choses. Et au fond, il y a une forme de passivité, d'endormissement qui dit finalement, écoutez, on continue d'avoir de quoi manger, on peut continuer d'avoir notre abonnement numérique et notre téléphone, on part en vacances. Où est le problème ? Et c'est les moutons de Panurge. Où est le problème ? Oui, il y a quelque chose comme ça, mais cet endormissement, cet aveuglement est quelque chose qui est, je crois, inscrit un peu dans une des passivités de la nature humaine qu'il faut arriver à réveiller. Mais il n'y a pas de raison, si vous voulez, que les hommes politiques, un certain nombre de décideurs en tout cas, ayant abandonné l'idée très belle selon laquelle il n'y a rien de plus beau qu'un pays libre, il n'y a pas de raison que les populations y croient si leurs dirigeants n'y croient plus. Rémitel. Oui, je rejoins sur cette soumission volontaire. Complètement ce qui vient d'être dit par Jean-Frédéric Poisson. Nous luttons en la matière à armes inégales, puisque la liberté est abstraite et exigeante, alors que la servitude technologique offre quelques apports concrets, en tout cas sur le très court terme, et reste assez confortable. Des avantages collatéraux. Exactement, même si parfois le désenchantement succède à l'engouement. Vous connaissez peut-être cette série Black Mirror. Oui. Et dans l'un des premiers épisodes, on a cette situation dystopique où les êtres humains sont implantés de puces mémoire qui leur permettent de stocker l'ensemble de leurs souvenirs. Alors c'est pareil, il y a des arguments incroyables. On dit 90% des souvenirs naturels sont refabriqués, on peut oublier des choses essentielles, perdre de vue les souvenirs qu'on a avec des proches décédés, etc. Donc a priori, il y a de bonnes raisons de se faire implanter ces puces. Il y a toujours des bonnes raisons. Et en fait, des problèmes qui n'avaient pas été anticipés surgissent. Et dans l'épisode en question, on se rend compte que la relation de couple, par exemple, devient impossible, puisque le pardon devient impossible, puisque tout
reste absolument en mémoire et qu'en fait, il y a des vertus en réalité à l'oubli. Oui, et mais d'ailleurs, sauf que il y a c'est même irréversible. des C'est-à-dire que les oublis. puces- Enfin, le corps est bien programmé, pour utiliser un terme technique. Exactement. Et Et en il y a fait, des oublis qui sont nécessaires. quand on permet au corps de faire ce qu'il ne fait pas naturellement, Mm. et c'est la différence entre l'aspect curatif, si vous voulez, la technique curative, par exemple, prendre un médicament, prendre un Doliprane, permet de faire revenir le corps à son état naturel, d'une certaine fonction, d'une certaine façon. Alors que l'augmentation, elle, entraîne la possibilité pour le corps de faire ce qu'il ne faisait pas avant. Et donc ça génère tout un tas de nouveaux problèmes en fait, qui n'avaient pas été anticipés. Et certes, on règle quelques difficultés préexistantes, mais peut-être qu'on en Mais crée qui s'appelle de plus la vie, nombreuses en après. fait. Ouais. Et ça s'appelle la vie. Alors oui, il y a une certaine exigence. Et en même temps, vous savez, la civilisation occidentale, c'est beaucoup, avec le christianisme, le judéo-christianisme, basé sur la liberté. Donc la destruction de la liberté, c'est aussi la destruction de la civilisation occidentale, et ça, chacun doit bien le comprendre. Ouais. Alors, Jean-Frédéric Poisson, justement, c'est un sujet qui vous est cher, la destruction de la liberté. Vous avez parlé de totalitarisme numérique. Aujourd'hui, vous avez même parlé d'agenda mondial. Vous pensez quoi? Que c'est vraiment un agenda, ou deux, on va dire, oligarques ou élites qui se réunissent et qui veulent aller dans une direction? Ou comment ça se passe? Ou c'est un phénomène général qui fait que l'avancée technologique nous pousse vers, c'est plus sous-cutané puisqu'on parle de ça, ou d'autres évolutions technologiques? Écoutez, j'ai un défaut, parmi beaucoup d'autres, évidemment, qui est que l'universitaire que je suis a pour premier réflexe de faire confiance à ce qu'il entend et à ce qu'il lit. Or là, je vois que ça n'est pas simplement un délire d'auteurs de science-fiction ou de romans futuristes. Je vois de nombreuses institutions de par le monde qui ont pignon sur rue, qui ont des moyens considérables, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, qui déploient le même genre de projet. J'entends des entrepreneurs qui indiquent clairement quelles sont leurs ambitions. Je vois des articles qui sortent, et celui que vous avez publié ce matin, est emblématique, et j'ajoute tout ça, je vois le Forum économique mondial, je vois la Fondation Rockefeller. Il faut aller faire un tour, si nos auditeurs ont le temps, sur le site de la Fondation Rockefeller pour vous lire le plan, le document est public, pour lire le plan qu'ils annoncent pour les décennies à venir et la manière dont ils envisagent le monde. Il faut regarder la publicité que Google fait, comme Elon Musk d'ailleurs, pour afficher ses intentions en termes de transhumanisme, d'homme augmenté, et que sais-je. Enfin, tout ça est sur la table, comme on dit, tout ça est public. Et j'ajoute, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, les déclarations de l'Union européenne, que ce soit la Commission ou un certain nombre de ses commissaires. Thierry Breton, d'ailleurs, malheureusement pour nous, en est un exemple dont nous serions bien passés, mais il n'en rate pas une. Si je veux dire, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour nous expliquer que la technologie est formidable et qu'elle va sauver l'humanité, parce qu'il y a aussi un espoir de salut. Il y a une forme de concurrence. Il y a la religion de la technologie et la religion de l'écologie. Elles sont concurrentes, mais en fait, elles nous emmènent à peu près au même endroit, c'est-à-dire une société d'asservissement. Oui, vous citez Thierry Breton, vous faites référence au DSA, c'est ça, l'acte qui va réglementer les réseaux sociaux? Alors, il y a la surveillance des réseaux sociaux, il y avait le pass sanitaire il n'y a pas très longtemps, et vous allez voir qu'on va avoir droit au pass énergétique, c'est l'étape d'après. Je vous prédis que bientôt l'Union européenne parlera effectivement de rationnement énergétique, qu'il faudra bien d'ailleurs enregistrer d'une manière ou d'une autre individuellement, ce qui est impossible aujourd'hui. Et pour que ça soit possible, cet enregistrement, il faut deux choses. Il faut, un, supprimer l'argent liquide comme moyen de paiement, et deux, assurer quelque part l'enregistrement de tous les achats de carburant ou d'énergie qui est fait par chacun d'entre nous. C'est déjà possible avec les compteurs d'électricité, il faut que ça soit dans les stations d'essence. Donc je vous laisse deviner la suite. Je termine pour répondre à votre question sur 2-3 considérations pour reboucler, finir de répondre à la fois et reboucler avec le thème précédent. Oui. Oui, bien sûr, les questions bioéthiques sont désormais la mère des batailles. Elles l'ont toujours été en réalité parce que, et c'est certainement pas Rémitel qui va me contredire, enfin je ne crois pas du moins, sauf s'il est de mauvaise humeur ce matin, la question centrale de la politique, c'est la conception qu'on a de la personne humaine. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont vous voyez la nature des individus, la nature des personnes, déjà en disant individu ou personne, on change de camp d'une certaine façon, eh bien vous déterminez la société que vous voulez.
Or, j'observe que le modèle qu'on est en train d'adopter provient d'une société, je parle de la Chine, qui est notre modèle, enfin leur modèle à peu près à tous en termes d'organisation, ignore complètement la notion d'unité individuelle et de protection des droits individuels. C'est une notion qui n'existe pas dans l'univers intellectuel, grosso modo, chinois, et donc c'est pas très étonnant qu'en réalité l'organisation sociale se déroule de la manière dont elle se déroule. Il n'y a absolument pas dans ce pays du monde la bataille que nous avons connue dans l'Occident, qui commence avec l'avènement du christianisme, enfin du judéo-christianisme, on va dire plus précisément du christianisme, qui continue avec la charte du roi Jean dans l'Angleterre du XIIIe siècle et qui aboutira à toute la protection des droits individuels dans une espèce de relation entre le christianisme d'un côté et les Lumières de l'autre côté, à supposer que les Lumières ne sont pas chrétiennes, mais c'est un autre débat. Donc la bioéthique est la mère des batailles. Alors comment faut-il faire? Parce que j'avais pas complètement répondu à la question d'avant, ma chère Clémence, j'en suis désolé. J'indique à nos auditeurs que premièrement, il y a des élections européennes au mois de juin prochain. Oui. Que deuxièmement, je ne peux pas imaginer que ces questions, alors la bioéthique sous tout rapport, ça paye pas beaucoup sur le plan électoral. La défense des libertés, c'est essentiel. Un petit mot peut-être d'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson, pour les européennes, VIA sera représenté. Je vais y venir, ma chère Clément, c'était la conclusion logique de mon développement, mais merci d'avoir bousillé mon teasing. Donc c'est pas Rémi qui est de mauvaise humeur, c'est vous en fait ce matin, je comprends bien. Non, je pense c'est inimaginable dans le contexte où nous sommes de ne pas faire reposer un pan de la campagne européenne sur cette question de la défense des libertés, plus généralement d'ailleurs du modèle social à la française, qui est plus que remise en cause et plus que fragilisée par l'action de la Commission de Bruxelles, avec la complicité de nos dirigeants, c'est ça le pire d'ailleurs. Et bien entendu que VIA apportera sa part dans sa contribution dans cette campagne électorale sous une forme que nous ne connaissons pas encore pour l'instant, et en tout cas, nous serons sur le plan thématique pour commencer, mais sur le plan politique et présents sur des listes électorales également, nous y serons. Vous connaissez mon souhait, il est exprimé depuis longtemps, d'ailleurs je l'ai aussi dit sur un certain nombre de plateaux où vous étiez présente, chère Clémence. Je crois qu'en dehors d'une solution programmatique partagée entre tous les gens qui contestent la toute-puissance de la Commission de Bruxelles, voilà, c'est la seule bonne solution. Je crains qu'on s'oriente vers d'autres mauvaises, enfin, nous travaillerons d'abord à ça. Donc la politique comme réponse à cette, on va dire, marche forcée de la technique bio qui touche aujourd'hui à la bioéthique, alors qu'on est dans un système qui n'a plus l'air très politique finalement, mais plutôt bureaucratie, technocratique et technophile finalement. C'est la dernière question que je vous pose, Rémy-Tel. Alors, la politique est une voie essentielle de résolution de ce défi qui est le défi vraiment le plus important. Existentiel. Le plus existentiel. Qui nous fait face. Peut-être que d'ici là, on aura d'autres options aussi. Alors, il ne faut pas les souhaiter parce qu'évidemment, il y aurait des externalités très négatives. Mais regardez par exemple comme quelques cracks financiers ont gelé les avancées pendant près de 15 ans sur l'intelligence artificielle. Ça nous laisserait, nous, le temps, puisqu'on prédit tous, là, depuis quelques mois, une situation économique extrêmement difficile et il semble qu'elle se précise. Si c'était le cas, il y aurait sans doute un certain nombre de freins aux investissements dans la recherche sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, les puces sous-cutanées, etc. Ça nous laisserait, nous, le temps de nous organiser politiquement. Et effectivement, je rejoins à nouveau Jean-Frédéric Poisson, il n'y aura pas d'autre salut qu'une sorte de plateforme commune, si vous voulez, entre ceux qui se rejoignent sur l'essentiel. Et il est temps que tout cela arrive parce que le temps presse et que les égos doivent se faire un petit peu oublier. Il y a des bonnes volontés. Jean-Frédéric Poisson en fait partie et je salue vraiment sa démarche collective.
d'autres doivent s'y joindre. D'autres à vérité, le tout à l'ego. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Jean-Frédéric Poisson, philosophe, Merci président de VIA, La Voix du Peuple et auteur notamment de ce livre Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. C'est aux éditions MAB. Merci à vous Rémi Tel. Vous restez avec nous puisqu'on vous garde pour cette chronique. Et je vous rappelle, chers auditeurs, qu'à partir de 9h30, nous recevons le magistrat Georges Fenech pour son livre très très fort, L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques aux éditions du Rocher. Ce sera à partir de 9h30. Oui, je vous entends. Est-ce que, pardon de vous interrompre, bravo pour l'initiative de Toxin et bon vent. Merci. Et deuxièmement, si vous voulez bien saluer affectueusement Georges Fenech pour moi, j'en serais ravi. Ah bah écoutez, je ne sais pas s'il l'entend. Son livre est très remarquable. Tout à fait. Et ben on lui retransmettra en tout cas s'il ne l'a pas entendu puisqu'il est déjà ici derrière et dans les coulisses. Mais on lui transmettra le message. Merci encore Jean-Frédéric Poisson.